Bienvenue à nouveau dans l'Apocalypse de glace. Dans le dernier épisode, Zhang avait compris que la menace de missiles de Shen Xinyan n'était peut-être pas un simple bluff. Comme l'abri n'était plus totalement sûr, il avait ramené tout le monde à la résidence Yulu et s'était préparé pour la prochaine phase du combat. En même temps, Liang Yue avait accepté la partie la plus dangereuse du plan. Elle devait retourner à la base de 11 champs avec la puce de Xingxin et ouvrir le réseau ennemi de l'intérieur. Et aujourd'hui, toute la contre-attaque dépend d'une seule chose, savoir si Professeur Liang pourra survivre assez longtemps pour révéler les secrets de 11 champs. Continuons. À l'intérieur de la base de 11 champs, Liang Yue se faufila de nouveau dans l'endroit d'où elle s'était échappée. Elle n'aurait jamais imaginé que le virus implanté plus tôt par Xingxin l'aiderait réellement à contourner le système de reconnaissance d'identité de la base. Mais grâce à ça, elle évita énormément de problèmes. Pour une fois, le propre système de sécurité de l'ennemi venait de lui ouvrir la porte. Elle s'enfonça rapidement dans les couloirs et se cacha derrière un mur. Puis deux membres du personnel passèrent non loin d'elle, en parlant tranquillement de sa trahison comme s'ils bavardaient pendant une pause déjeuner. L'un d'eux dit qu'il ne s'attendait vraiment pas à ce que Liang Yue les trahisse. Non seulement elle avait abandonné des conditions aussi avantageuses, mais en plus, elle avait laissé ses pauvres élèves derrière elle sans la moindre inquiétude. Mais l'autre baissa la voix et lui dit de se taire. Ce n'était qu'une rumeur, mais ces jeunes élèves ne savaient même pas qu'ils avaient été sélectionnés pour des expériences de modification à cause du récent incident. Le premier membre du personnel répondit que ce n'était pas complètement injustifié non plus. Après tout, les individus jeunes et vigoureux avaient le plus haut taux de réussite dans les expériences humaines. Ces mots frappèrent Liang Yue de plein fouet. Elle savait déjà que la base de 11 champs était cruelle, mais entendre ses élèves être évoqués comme du simple matériel de laboratoire lui glaça le sang. Alors elle serra la carte SIM dans sa main, l'inséra dans son téléphone et envoya un message à Zhang. Elle lui dit qu'elle était retournée à la base de 11 champs, et qu'elle devait maintenant faire sortir les élèves le plus vite possible. Pour ça, elle avait besoin de son aide. Notre garçon lui répondit rapidement. Il lui dit de trouver un moyen d'insérer la puce qu'il lui avait donnée dans n'importe quel ordinateur du centre réseau de la base. Une fois qu'ils auraient pris le contrôle total du réseau de la base de 11 champs, ils pourraient l'aider à s'échapper. Mais Liang Yue fixa le message et comprit aussitôt à quel point ce serait difficile. Entrer dans le département de l'information, fortement gardé, puis brancher une puce dans un ordinateur, ce n'était pas seulement risqué. C'était quasiment comme demander à quelqu'un de braquer une banque en pleine réunion de sécurité. Malgré tout, elle serra les dents et fit son choix. S'il parvenait à pirater le réseau de la base de 11 champs, il pourrait paralyser toute la base pendant un moment. C'était leur seule chance. Elle accepta donc de le faire, mais rappela à Zhang de ne pas oublier sa promesse le moment venu. Sa réponse fut simple. Fournir un peu de nourriture et un abri temporaire ne serait jamais un problème pour lui. Après ça, la professeure retira la carte SIM et se dirigea vers le département de l'information. Celui-ci se trouvait également dans la chambre de la seconde vie, à environ 500 mètres de l'endroit où elle vivait. Elle avançait vite, tout en se disant qu'elle ne s'était jamais attendue à reprendre son ancien travail après tant d'années. À l'époque où elle avait travaillé comme garde du corps, elle avait reçu un entraînement professionnel. Apparemment, l'Apocalypse offrait des reconversions assez étranges. Aujourd'hui, son expérience de garde du corps était devenue une formation d'infiltration. Pendant ce temps, une motoneige filait à travers l'épaisse couche de neige à l'extérieur. Kieran conduisait dans la tempête tandis que Zhang était assis à côté d'elle, les yeux fixés sur son téléphone. Il sourit et déclara calmement que si Liang Yue réussissait, ils obtiendraient un avantage considérable dans leur future confrontation avec la base de 11 champs. Sur la banquette arrière, Xingxin était encore plus enthousiaste. Elle savait que l'élément le plus crucial, c'était le renseignement. S'il contrôlait le réseau, il pourrait voler toutes les informations de 11 champs et comprendre ses capacités. Elle ouvrit son ordinateur portable, car elle voulait aussi vérifier si la base pouvait déployer des missiles. Dans la situation actuelle, une organisation possédant ce genre d'armes stratégiques représentait une menace d'un tout autre niveau. Zhang était d'accord. Les forces inconnues étaient les plus inquiétantes, mais une fois les capacités de l'ennemi comprises, au moins, il saurait comment réagir. Soudain, Kieran soupira à côté de lui.
Notre protagoniste lui demanda aussitôt ce qui n'allait pas, et si elle s'inquiétait encore pour quelque chose. La jeune fille talentueuse admit qu'elle s'inquiétait pour professeur Liang. Elle se trouvait dans un endroit extrêmement dangereux, en train d'accomplir une mission tout aussi dangereuse. Si elle était découverte, les conséquences seraient terribles. Mais la véritable pensée de Zhang était très simple. Désolé, mais le sort de la professeure ne l'intéressait pas vraiment. Il avait seulement besoin que la mission réussisse pour protéger les personnes qui comptaient vraiment pour lui. Mais évidemment, il ne pouvait pas dire ça en face à Keran. Alors il s'adossa et lui servit la phrase de réconfort classique. Dieu aide ceux qui aident les autres. Professeur Liang était une personne tellement gentille, alors Dieu la protégerait sûrement. Après avoir entendu ce qu'elle voulait entendre, Keran sourit aussitôt et hocha la tête. Leur professeur était quelqu'un de bien, donc elle irait forcément bien. En voyant à quel point elle acceptait facilement cette logique, Zhang ne put que trouver sa pureté presque nostalgique. La jeune fille avait reçu une simple phrase de réconfort, et son anxiété s'était effondrée instantanément. Notre garçon aurait probablement aimé que tout le monde autour de lui soit aussi crédule. Bientôt, ils arrivèrent à la résidence Lulu. Étrangement, cette fois, il n'y eut ni drame ni menace. Une après-midi bizarrement calme dans un monde d'apocalypse glacé. Oncle Yu et Aimé attendaient déjà notre groupe devant l'ancien immeuble de Zhang. Le puissant surhumain leur fit joyeusement signe pour les accueillir, tandis que Shinlei était encore en plein deuil. Après tout, personne n'aurait voulu quitter un bunker pareil avant d'en profiter pleinement. J'espère que son précieux coussin à câliner est dans l'espace dimensionnel de Zhang. Sinon, même moi, je pourrais commencer à pleurer. Bien sûr, Zhang ne s'en souciait pas. Il y avait des choses plus importantes que les coussins à câliner. Il descendit du véhicule et regarda autour de lui. Il ne semblait y avoir aucun signe de vie aux alentours. Pendant une seconde, on aurait dit que tous les autres habitants de la résidence étaient déjà morts. Oncle Yu rit en saluant le groupe. Cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus, et il était heureux de les voir tous encore en sécurité. Avec cet accueil chaleureux au cœur de l'apocalypse froide, tout le monde se salua après cette longue séparation, puis entra ensemble dans l'ancien appartement de Zhang. Surtout après avoir franchi cette porte pleine de souvenirs, Zhang et Zhu recommencèrent à regarder autour d'eux. Notre garçon ne put s'empêcher de penser que cela faisait vraiment longtemps depuis le début de l'apocalypse de glace. Il se remit à se souvenir de ce qui s'était passé après les premiers jours. Beaucoup de choses avaient eu lieu dans ce même appartement, et maintenant, il était de retour à l'endroit où tout avait commencé. Pendant ce temps, Aimé expliquait à tout le monde qu'elle avait déjà préparé quelques pièces pour eux. Le groupe de Zhang comptait beaucoup de personnes, mais heureusement, l'appartement était assez spacieux pour que tout le monde puisse s'y installer confortablement, même un peu serré. Yang Mi la serra joyeusement dans ses bras, car selon elle, plus il y avait de monde, plus l'ambiance devenait animée. Ils pourraient même jouer tous ensemble maintenant. De toute évidence, son ami de l'époque où elle travaillait comme mannequin lui avait manqué. Mais les hommes s'assirent sur le canapé. Zhang proposa une cigarette à Oncle Yu, même en pleine apocalypse, puis lui demanda comment les choses s'étaient passées dans la résidence dernièrement. Une fois les cigarettes allumées à l'intérieur de l'appartement, notre garçon commença immédiatement à poser les questions importantes. Presque tout le monde était mort, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un avait essayé de lui voler quelque chose? Oncle Yu admit que rien ne pouvait échapper aux yeux du protagoniste. Il tira une longue bouffée bien dramatique et expliqua tout. Après le départ de Zhang, les autres avaient pensé que c'était sans danger et étaient venus chercher Oncle Yu. Au début, ils l'avaient supplié et avaient essayé de jouer sur sa compassion, espérant qu'il aurait pitié d'eux. Mais après le premier mois de l'apocalypse, plus aucun d'eux n'était un saint. Alors le puissant surhumain les avait refusés sans hésiter. Notre garçon se contenta de sourire et de hocher la tête. Exactement comme prévu avec les gens. Tous des menteurs hypocrites qui ne pensaient qu'à eux-mêmes. Alors Oncle Yu continua. Quand la compassion n'avait pas fonctionné, ces gens étaient devenus désespérés et avaient essayé d'utiliser la force. Heureusement, il avait la puissance nécessaire pour tous les repousser. Cependant, un groupe avait survécu. Zhang trouva immédiatement ça impossible. Il n'y avait absolument aucune chance. Il se leva de son siège et regarda son ancienne résidence.
Il ne comprenait pas une chose, sans ravitaillement extérieur, comment quelqu'un à l'intérieur de la résidence pouvait-il survivre? Mais oncle Yu confirma que c'était vrai, et qu'il s'agissait de personnes que Zhang connaissait très bien. C'était le groupe de Lijian, du bâtiment 18. Celui dont Zhang se méfiait le plus. Alors évidemment, ce nom fit marquer une pause à notre protagoniste. Lijian était encore en vie. C'était inattendu. Mais en même temps, si quelqu'un pouvait survivre, il savait que ce serait ce type-là. Zhang n'était peut-être pas d'accord avec sa façon de faire les choses, mais au moins, cet homme était différent des autres. Il demanda donc quelle était leur situation actuelle. Mais oncle Yu secoua simplement la tête. Il n'en était pas sûr. Notre garçon lui avait autrefois dit de ne pas trop interagir avec ces gens afin d'éviter de se faire poignarder dans le dos. Comme le groupe de Lijian craignait Zhang et n'osait pas s'approcher, oncle Yu ne les avait jamais contactés non plus. Pourtant, il voyait toujours des silhouettes dans cet immeuble, donc il savait qu'ils étaient vivants. C'est là que le protagoniste se retourna avec un sourire. À cet instant, il décida qu'il irait rendre visite à ce vieil ami plus tard. Puis oncle Yu demanda quelle était la situation de Zhang Yi et s'il était en danger. Alors notre garçon se rassit rapidement à côté de lui et se mit à raconter la longue histoire de ce qui s'était récemment passé dans son nouvel abri. Après avoir tout entendu, oncle Yu resta sous le choc. Il faillit même laisser tomber la cigarette qu'il avait à la bouche. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. La base de 11 champs prévoyait d'utiliser des missiles. Mais Zhang était plutôt détendu. Il sortit un sac de mandarines de son espace de stockage. Après tout, il ne savait pas s'ils bluffaient ou s'ils étaient sérieux. Mais par sécurité, il avait décidé de se cacher ici pendant un moment. Il éplucha une mandarine et ajouta calmement que c'était probablement du bluff. Une fois qu'ils auraient vérifié que tout était sûr, ils rentreraient. Oncle Yu suggéra aussitôt que puisqu'ils étaient déjà venus, Zhang devrait rester un peu plus longtemps. Une menace de missile n'était pas quelque chose qu'on pouvait traiter à la légère. Puis le vieil homme robuste proposa avec enthousiasme de rendre la planque à notre garçon, tandis que lui et Aimé iraient s'installer à côté. Zhang balaya immédiatement cette idée. Il dit à oncle Yu de rester là confortablement. Après tout, c'était lui qui leur avait offert cet appartement. Il n'allait pas le leur reprendre. Il avait des principes. Plus important encore, avait-il vraiment l'air de manquer de logement? L'homme accepta joyeusement. Pour lui, plus Zhang et son groupe resteraient longtemps, plus il serait heureux. Ensuite, notre protagoniste admit que la rancune entre la base de 11 champs et lui était déjà irréconciliable. À moins de quitter complètement la région, il savait que leur chef, Shen Xinyan, essaierait toujours de le tuer et de prendre tout ce qu'il possédait. Alors il soupira. Tout ce qu'il voulait, c'était une vie simple et paisible, sans provoquer personne. Alors pourquoi les ennuis venaient-ils toujours le chercher? Oncle Yu donna la réponse la plus pragmatique possible. C'était parce que Zhang possédait trop de choses précieuses. La vie d'un homme riche n'était jamais facile. Et si vous êtes encore là, félicitations. Vous avez officiellement survécu plus longtemps que la plupart des gens dans l'apocalypse. Abonnez-vous avant que la base de 11 champs ne décide que votre appartement a l'air utile lui aussi. Après cette petite vérité bien placée, oncle Yu compara calmement leur situation. Lui n'avait pas ce genre de problème maintenant, mais sa qualité de vie était aussi loin d'atteindre celle de Zhang Yi. Il passa un bras autour des épaules de notre garçon comme un grand frère, et ils regardèrent dehors. Voilà comment fonctionnait le monde. Si quelqu'un vivait bien, les autres l'enviaient. Si quelqu'un galérait, les autres le méprisaient. Même si une personne ne faisait rien de mal, la jalousie trouvait toujours un moyen de frapper à sa porte. Zhang se leva de nouveau et marcha vers son ancien balcon. Il regarda la neige dehors avec nostalgie et murmura que s'il avait seulement assez de force pour détruire la base de 11 champs, tout serait plus simple. C'est à ce moment-là qu'oncle Yu se souvint soudain de quelque chose. Un étrange groupe était apparu récemment autour de la résidence. Il ne savait pas si cette information serait utile. Tandis que Kéran et Xinxin s'amusaient dans leur nouvelle chambre, le vieil homme expliqua. Ces gens ressemblaient à des ascètes, et ils étaient au moins plusieurs centaines.
Zhang fut également surpris en entendant ça. Plusieurs centaines de personnes se déplaçant dans le monde gelé, ce n'était pas un détail insignifiant. Oncle Yu admit qu'au début, il avait craint qu'il soit venu pour le voler. Mais il semblait inoffensif. Après avoir pris contact avec eux et s'être assis à une table avec eux, il avait découvert qu'ils étaient les fidèles d'une religion appelée le culte de l'adoration de la neige. Zhang ricana. Il savait que les peuples anciens avaient créé autrefois ces figures divines pour expliquer les catastrophes naturelles. Ces catastrophes leur faisaient peur, alors les gens inventaient leur propre logique pour expliquer ces événements terrifiants. Et maintenant, on aurait dit qu'un autre groupe essayait de faire la même chose. C'était un peu comme réécrire la mythologie grecque dans la Chine moderne. Il savait qu'avant, il existait des divinités du tonnerre, de la pluie, de l'eau et des épidémies. Maintenant que la neige recouvrait le monde entier, quelqu'un avait apparemment décidé que la tempête de neige avait besoin de son propre fan club. Alors ils avaient créé une divinité de la neige. Malgré tout, Oncle Yu dit que ces gens étaient effectivement inhabituels. Leur chef, appelé Dafa, l'avait trouvé et avait immédiatement vu qu'il était un surhumain. Il avait même prétendu pouvoir l'aider à développer davantage son pouvoir surnaturel et à devenir plus fort. Zhang y réfléchit une seconde. Sa première conclusion fut que Dafa était probablement un imposteur. Reconnaître Oncle Yu comme un surhumain n'était pas impossible, surtout s'il l'avait secrètement vu utiliser ses pouvoirs à l'extérieur. Mais même s'il était sincère, la vraie question restait simple. Pourquoi aiderait-il un inconnu sans aucune raison? Au bout du compte, qu'il soit chef de secte ou non, il restait un être humain. Oncle Yu avait pensé la même chose. Zhang leur avait appris à ne pas faire confiance à la gentillesse des inconnus. Surtout pendant une apocalypse où des vies étaient en jeu. Il avait donc refusé. Notre garçon fut satisfait de cette réponse. Mais le puissant surhumain ajouta que le culte semblait être entré dans la résidence ensuite pour trouver d'autres personnes. Il ne savait pas ce qui s'était passé après ça. Zhang comprit immédiatement. Ces fidèles du culte de l'adoration de la neige étaient probablement allés trouver le groupe de Li Jian. Oncle Yu confirma rapidement son soupçon. À ce moment-là, notre protagoniste se tourna vers le bâtiment 18 et vit que certaines personnes étaient encore vivantes dans l'un des appartements. Il y avait même un peu de lumière. Ensuite, il se dirigea vers la porte et dit qu'il sortait. Le vieil homme lui demanda s'il allait au bâtiment 18 et s'il voulait qu'il l'accompagne en renfort. Zhang enfila son nouveau manteau blindé et refusa doucement. Ce n'étaient que des gens ordinaires, donc il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Il pouvait tous les gérer seul si nécessaire. Alors que notre garçon se préparait à partir avec Ua, Xingxin lui demanda où il allait. Avec le chat mutant assis sur son épaule, Zhang répondit calmement qu'il sortait un moment pour aller voir de vieux amis. Peu après, il sortit sous la tempête de neige et arriva devant le bâtiment 18. Il remarqua rapidement les tombes ensevelies dans l'épaisse neige non loin de là. Li Jian était effectivement le genre de chef capable de faire ce genre de choses. En continuant son chemin, Zhang atteignit l'entrée. Mais au moment même où il arriva, il tira un coup de feu en l'air. C'était un peu la nouvelle manière d'annoncer son arrivée dans l'apocalypse glacée. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'immeuble, Li Jian le vit debout en bas, et son visage devint aussitôt livide. Il cria que c'était Zhang Yi. Il était revenu. Les autres dans l'appartement paniquèrent instantanément. Un résident aux cheveux bleus dit qu'il ferait peut-être mieux de le combattre. Ils avaient enfin aperçu une lueur d'espoir pour survivre, alors pourquoi Zhang Yi devait-il apparaître maintenant? Une autre fille serra le gars dans ses bras. Elle craignait que si le protagoniste découvrait ce qu'ils avaient fait, tout le monde dans l'immeuble soit condamné. Li Jian expira simplement et se força à rester calme. Il leur dit de le laisser aller parler à Zhang et de ne rien faire d'irréfléchi. Il savait que même si tout l'immeuble se battait ensemble, il n'aurait aucune chance. Puis il donna une dernière consigne. S'il lui arrivait quelque chose, il ne devait pas penser à le venger. Il devait rester là et protéger leur dernier espoir. Bientôt, Li Jian descendit jusqu'au premier étage. Quand notre garçon vit l'homme à lunettes, il ne fut pas totalement sûr que l'homme devant lui soit bien le même chef du bâtiment 18. Mais une fois plus près,
Zhang le reconnut et le salua joyeusement. Lijian, ça faisait longtemps. Il n'arrivait pas à croire que l'homme soit encore vivant. Le chef de l'immeuble demanda avec hésitation si c'était vraiment Zhang Yi. Après tout, cela faisait longtemps qu'il était parti. Mais notre garçon confirma que c'était bien lui. Puis il regarda vers l'immeuble et ne put cacher sa surprise. Il était parti depuis plus d'un mois, et pourtant, autant de personnes étaient encore en vie là-dedans. C'était presque un miracle. Il croisa les bras, sourit, puis leur demanda comment ils avaient réussi. Lijian répondit qu'il s'était surtout appuyé sur les graines que Zhang leur avait données. Cette réponse le stupéfia aussitôt. Ils avaient vraiment réussi à faire pousser ces graines jusqu'à obtenir des récoltes, dans un environnement aussi glacial. Comment aurait-il pu récolter quoi que ce soit en seulement un mois et s'en servir pour survivre? Zhang comprit vite qu'il devait y avoir autre chose derrière tout ça. On dirait bien qu'il y avait aussi des mutants dans cet immeuble. Mais pendant tout ce temps, Lijian resta silencieux, tremblant de peur. Puis soudain, il tomba à genoux et s'excusa. Il dit qu'il n'avait pas réussi à protéger l'enfant que notre protagoniste leur avait confié. Il appuya son front dans la neige pour supplier leur sauveur. Il savait que Zhang Yi était furieux, mais dans ces conditions, ils avaient vraiment fait tout leur possible. Si notre garçon voulait tuer quelqu'un, alors il devait tuer Lijian et épargner les autres. Mais notre garçon resta debout au-dessus de l'homme à lunettes sans prononcer un seul mot pendant un instant. Peut-être qu'il était vraiment en colère. Soudain, les survivants cachés non loin crièrent que Lijian ne pouvait pas mourir. S'il mourait, il perdrait tout espoir. Plusieurs habitants surgirent de trous creusés dans la neige et se placèrent devant lui pour le protéger. Un homme supplia Zhang Yi d'épargner Lijian et de prendre sa vie à la place. C'était entièrement leur faute, et leur chef n'était pas responsable de tout ça. Puis un vieil homme se plaça devant Lijian comme si leur chef était Spider-Man et que notre garçon était le bouffon vert, et déclara qu'il avait déjà vécu assez longtemps. Alors si Zhang Yi voulait se venger, il pouvait prendre sa vie. Un autre homme bloqua le passage et dit qu'il était célibataire. Donc il n'avait pas peur de mourir. Lijian les regarda sous le choc. La foule le protégeait avec un courage désespéré. Le genre de bravoure qui n'apparaît que lorsque les gens ont déjà presque tout perdu. Pendant ce temps, Zhang fixait silencieusement les yeux de l'homme à lunettes. Puis il sourit, clairement amusé par le spectacle. Il regarda Huahua sur son épaule, puis demanda qui avait dit qu'il voulait leur vie. Lijian resta stupéfait. L'enfant que Zhang leur avait confié n'avait pas survécu, alors il pensait que notre protagoniste ne pourrait jamais leur pardonner. Mais la réaction de notre utilisateur de pouvoir était bien plus pratique qu'émotionnelle. Il comprit qu'il parlait de l'enfant de 11e Limei. Malheureusement, il savait aussi qu'il n'existait pas de miracle dans ce monde. Il pensa en silence que les bébés étaient fragiles même en temps de paix et pouvaient facilement tomber malades. Alors dans le froid extrême de l'apocalypse de glace, n'en parlons même pas. Il regarda les habitants du bâtiment 18. Ils avaient peur parce qu'ils pensaient que l'enfant était très important pour lui. Mais en réalité, Zhang savait simplement que son foyer était l'un des endroits les plus dangereux pour un bébé. Alors il l'avait juste confié à quelqu'un d'autre. Il leur dit donc que ce qui était fait était fait. Il savait qu'ils avaient fait de leur mieux dans ces circonstances, alors il ne devait pas s'attarder là-dessus. Il n'était pas en colère du tout. Puis il posa la vraie question qui l'intéressait. Comment avaient-ils tous survécu jusqu'à maintenant? Sur quoi s'était-il appuyé? En réalité, il était assez curieux. Lijian désigna prudemment la fenêtre et l'invita à entrer pour voir par lui-même, en disant qu'il lui expliquerait tout. Zhang sourit et accepta calmement. Ça allait devenir intéressant. En avançant dans le couloir, Lijian expliqua qu'après avoir reçu les graines, ils avaient tout essayé pour les faire pousser. Mais la plupart des tentatives avaient échoué. Beaucoup de graines étaient mortes, et même celles qui avaient germé étaient extrêmement faibles. Ils avaient été sur le point d'abandonner. Certains envisageaient même une mission suicide à l'extérieur pour chercher de la nourriture. Puis un groupe se présentant comme les fidèles du culte de l'adoration de la neige était apparu. Zhang se figea immédiatement en entendant encore ce nom.
Donc Li Jian et son groupe avaient survécu grâce à l'aide du culte. Le chef le confirma. Les membres du culte l'avaient approché en prétendant pouvoir aider tout le monde à survivre, et même lui donner un pouvoir surnaturel. À ce moment-là, les survivants n'avaient aucune autre option. Ils étaient tous au bord de la mort, alors ils auraient accepté presque n'importe quelle condition. Mais étrangement, le culte leur avait seulement demandé de vénérer la divinité de la neige. Rien de plus. Zhang demanda donc quel pouvoir Li Jian avait obtenu. L'homme à lunettes pointa son front. On lui avait injecté une graine blanche à cet endroit. Le processus avait été une véritable torture. Il avait eu l'impression d'être plongé dans un abîme glacé, puis soudain brûlé par une chaleur intense. Après ça, son corps avait commencé à générer une étrange puissance. Il releva soudain sa manche et révéla des graines qui poussaient depuis son corps. En voyant les bosses sur sa peau, notre garçon fut alarmé. Il demanda donc rapidement ce que c'était. Li Jian sourit, même si son visage montrait à quel point il était épuisé et affamé. C'étaient des graines de culture. Les graines cultivées à travers son corps étaient non seulement plus résistantes, mais elles poussaient aussi plus vite. Après ça, Zhang posa la question évidente. Utiliser seulement le corps de Li Jian pour cultiver des récoltes ne fournirait pas assez de nutriments pour les faire pousser, n'est-ce pas? Le chef admit que c'était une excellente question. Heureusement, ils avaient le professeur GE, un expert en agriculture. Puis il conduisit notre garçon vers une pièce et l'avertit que la suite pourrait être dérangeante. Zhang répondit avec désinvolture qu'il restait encore quelque chose à voir. À l'intérieur, il vit des jeunes pousses sortir de cadavres. Li Jian expliqua que comme il manquait de ressources de culture, il n'avait pas eu d'autre choix que d'utiliser les corps des habitants. Zhang fronça les sourcils devant la scène, mais il en comprit aussi la logique. C'était efficace. Au moins, il ne gaspillait pas les ressources et ne recourait pas à d'autres méthodes comme tant d'autres l'avaient fait. Donc leur méthode n'était franchement pas si mauvaise. Puis il comprit ce que les tombes à l'extérieur étaient vraiment. Ce n'étaient pas seulement des mémoriaux. C'étaient des réserves. Li Jian le confirma avec gêne. Notre protagoniste s'approcha de l'une des plantes en l'analysant et demanda combien de salles de culture ils avaient dans l'immeuble. Li Jian répondit qu'il y en avait 3 au total. Zhang y réfléchit une seconde et admit qu'ils arrivaient à se maintenir en vie. C'était un peu dégoûtant, mais dans l'apocalypse, le dégoût avait clairement cessé d'être une raison d'arrêter de survivre. Cependant, il avertit le chef que si cela continuait, il finirait par mourir. Il avait l'air pâle, affamé et épuisé. Li Jian accepta cela calmement. Il savait qu'à ce stade, même s'il ne faisait rien, il mourrait quand même. Alors en pensant à sa famille, il admit la vérité. Il valait mieux tenter quelque chose, n'importe quoi, pour garder sa famille en vie. Zhang resta silencieux. De son point de vue, les actions de Li Jian n'étaient peut-être pas les plus rationnelles, mais elles étaient certainement admirables. Ce type faisait partie des rares personnes que notre protagoniste respectait réellement. Puis notre garçon lui ordonna de lui montrer son pouvoir surnaturel. Jusqu'à présent, les mutants artificiels que Zhang avait rencontrés possédaient des capacités bien plus faibles que celles des mutants naturellement éveillés. Le pouvoir de Li Jian était certainement utile, mais il n'avait pas encore montré tout son potentiel. Plus important encore, Zhang voulait voir jusqu'où le chef du culte de l'adoration de la neige pouvait pousser les capacités de quelqu'un. Li Jian comprit la demande. Il leva rapidement le bras et activa son pouvoir. Les veines sous sa peau se déplacèrent de façon anormale, et une nouvelle graine émergea lentement en puisant dans les ressources de son corps. Zhang l'arrêta aussitôt. Il n'y avait pas besoin d'une démonstration plus poussée. Il en avait assez vu. Mais même avec ça, Li Jian fut complètement vidé de ses forces et tomba à genoux. Notre garçon comprit immédiatement le principe. Ce pouvoir surnaturel revenait essentiellement à sacrifier sa vie. Li Jian utilisait sa propre chair et son propre sang pour nourrir des plantes. Le coût était beaucoup trop élevé, et le résultat était au mieux médiocre. Le chef à lunettes se releva avec difficulté et appela le professeur GE pour transférer les nouvelles graines de céréales dans une boîte de pétri.
Pendant que les autres aidaient l'homme épuisé, Zhang posa une main sur son menton et réfléchit au culte de l'adoration de la neige. Le pouvoir de Li Jian ne s'était pas éveillé naturellement. Il avait été obtenu artificiellement. Cette lumière blanche sur son front avait forcément des effets secondaires. Notre protagoniste ne savait pas encore lesquels, mais il ne croyait pas une seule seconde que quelqu'un offre quelque chose sans attendre quoi que ce soit en retour. Il réalisa aussi que si le pouvoir de Li Jian avait été plus orienté combat, il serait déjà mort. Cette pensée était terrifiante. Malgré tout, il venait d'obtenir gratuitement tout un tas d'informations. À la surprise générale, après avoir confirmé ce qu'il voulait savoir, Zhang décida de partir. Comme ça. Comme il l'avait dit, il n'y aurait aucune punition ce jour-là. C'est alors que Li Jian essuya la sueur sur son visage et se détendit enfin. Il avait réussi à traverser cette visite sans incident. Le chef était assez intelligent pour comprendre que, pour Zhang, ce n'était peut-être qu'un simple test sans importance. Mais pour les survivants restants, leur vie dépendait entièrement de ses caprices. De retour chez lui, notre garçon arriva et commença immédiatement à réfléchir à son prochain mouvement. Il devait surveiller ce que la base de 11 champs ferait ensuite et décider de leur plan d'action en fonction de ça. Si son abri était vraiment frappé par un missile, il devrait rapidement trouver un autre endroit où rester. Un endroit fortifié et sûr. Après tout, la résidence Yulu n'était pas totalement sûre non plus. Il se demanda donc s'il devait déménager vers une autre zone sécurisée de la ville de Tianhe, ou se rendre dans un endroit rural plus isolé. Alors qu'il tenait Ua, ses pensées revinrent à Liang Yue. Si elle réussissait à insérer la puce dans l'ordinateur central du réseau de la base de 11 champs, il pourrait facilement renverser la situation. Pendant ce temps, dans la zone de la seconde vie de la base de 11 champs, de longues files de personnes étaient forcées d'avancer sous la menace des armes. Les soldats leur criaient de bouger plus vite. Un homme de la chambre de la 4e vie ne put retenir sa colère. Il demanda ce qu'ils avaient fait de mal. La base de 11 champs avait perdu le combat, et maintenant elle se défoulait sur les villageois. Pourquoi devaient-ils devenir des esclaves? Un autre homme pleura amèrement en disant que la base avait pris leur maison, mangé leur nourriture, tué son père et sa fille, et qu'elle faisait maintenant quelque chose d'encore pire que ce que Zhang Yi avait fait. Puis 2 coups de feu retentirent. Les 2 hommes furent abattus directement, sans discussion, et le reste des villageois se tut instantanément. Le soldat les avertit froidement de continuer à ouvrir la bouche s'ils voulaient finir de la même manière. Puis les autres levèrent leurs fusils. Il prétendit que les soldats de la base s'étaient sacrifiés pour les sauver de Zhang Yi, et que voilà comment les villageois les remerciaient. Puis il leur donna un choix brutal. Ils pouvaient accepter les expériences et peut-être obtenir des pouvoirs surnaturels, devenant ainsi des personnes importantes. Ou ils pouvaient mourir sur le champ. Des choix très équitables, évidemment. Bien sûr, les pauvres villageois, pâles de terreur, se rendirent aussitôt. Liang Yue observa tout depuis un coin tandis que les corps étaient emportés. Elle savait que la plupart des villageois envoyés aux expériences finissaient morts, et que leur corps serait probablement transformé en cette pâte blanche. Puis elle réalisa soudain quelque chose d'important. Elle se trouvait dans la zone de la seconde vie, là où tous les départements essentiels de la base de 11 champs étaient concentrés. Le département de recherche, le département de l'information, le département d'ingénierie, le département de sécurité alimentaire et le centre de stockage se trouvaient tous ici. Pourtant, la sécurité n'était pas si stricte. Shen Xinyan semblait croire que les troubles dans la base ne pouvaient venir que de la zone de la 4e vie. Après tout, les personnes vivant dans les chambres supérieures profitaient du système, donc dans son esprit, elle n'avait aucune raison de se rebeller. À cause de ça, la base se protégeait surtout contre les gens de la chambre de la 4e vie et n'avait pas mis en place de sécurité stricte dans la zone de la seconde vie. Alors elle se déplaça rapidement à travers la base. Avec le manque actuel de garde, c'était le moment parfait pour Liang Yue d'entrer dans le département de l'information. Tandis qu'elle se faufilait, elle se répétait de rester vigilante. Elle était arrivée aussi loin. Elle ne pouvait pas échouer maintenant. Soudain,
Quelqu'un lui tapota l'épaule et appela Madame Liang en lui demandant d'attendre. Liang Yue se figea d'horreur. Son visage devint pâle. Avait-elle été repérée? Mais par qui? Ses mains se crispèrent, et elle se prépara à frapper la première. À ce stade, si elle avait été découverte, elle n'aurait pas d'autre choix que de passer en force. Mais lorsqu'elle se retourna pour frapper le soldat, celui-ci retira son casque avec surprise. C'était Xiaoxian. Son attaque s'arrêta en plein mouvement. Liang Yue le fixa et prononça son nom. Xiaoxian dit anxieusement qu'il avait entendu parler de la situation de sa professeure. Elle avait réussi à s'échapper de cet enfer, alors pourquoi était-elle revenue maintenant? La professeure répondit qu'elle était revenue pour les sauver. Puis elle lui demanda rapidement pourquoi il faisait maintenant partie de l'équipe des opérations spéciales. Xiaoxian lui demanda si elle ne le savait vraiment pas. Puis il déboutonna lentement sa chemise et révéla une longue cicatrice sur sa poitrine. Il était la seule expérience réussie parmi les élèves qui avaient subi les expériences. La cicatrice stupéfia Liang Yue. Elle demanda, désespérée, ce qu'étaient devenus les autres. Où étaient-ils? Mais la réponse de Xiaoxian fut dévastatrice. Ils étaient tous morts. Professeur Liang soupira, impuissante. Puis elle lui dit de la suivre. Elle devait discuter de certaines choses avec lui. Après être arrivé dans un endroit isolé, l'ancien élève commença à lui révéler la vérité sur la base. Même sa professeure aurait du mal à croire ce qui se passait dans ce laboratoire. La base de 11 champs avait découvert que des personnes pouvaient éveiller des pouvoirs surnaturels lorsqu'elles étaient poussées au bord de la mort. Donc la première étape de la transformation consistait à leur faire subir différentes expériences de mort imminente. Il se souvint de tout, l'un après l'autre. Simulation de noyade, électrocution, et des dizaines d'autres méthodes horribles avaient été utilisées. Si ces méthodes ne fonctionnaient pas, la base concluait que le sujet n'avait aucun potentiel. Mais même dans ce cas, elle n'épargnait pas les sujets ratés. La méthode finale consistait à implanter des cellules mutantes dans leur corps. En repensant à ce qu'il avait traversé, il faillit s'effondrer. Si le sujet pouvait supporter la réaction de rejet et éviter d'être dévoré par les cellules mutantes, il survivait et obtenait des capacités semblables à celles des mutants. Il se mit à pleurer sur l'épaule de son ancienne professeure sous le poids de tout ce fardeau. Le prix de tout cela était des dommages permanents au corps et une espérance de vie raccourcie. Il avait survécu, mais survivre ici ne signifiait pas être libre. Cela signifiait seulement devenir un outil utile avec un corps abîmé. Liang Yue lui posa doucement une question. S'il avait une chance de quitter cet endroit, la saisirait-il? Xiaoxian serra immédiatement le poing et répondit qu'il en rêvait toutes les nuits. S'il pouvait aussi détruire cet endroit maudit, ce serait encore mieux. Professeur Liang fut soulagé de l'entendre. Car si c'était le cas, elle avait besoin de son aide. Plus tard, Liang Yue cacha son visage sous un casque tandis que Xiaoxian la conduisait jusqu'au département de l'information. Quand deux soldats le virent, ils le saluèrent respectueusement et l'appelèrent capitaine Yue. Xiaoxian utilisa immédiatement son autorité. Il affirma qu'il manquait de personnel et qu'il allait s'occuper de la sécurité du département de l'information. Puis il leur ordonna d'aller gérer les villageois qui provoquaient des troubles dans le tunnel. Les soldats obéirent sans se méfier. Xiaoxian entra dans le département de l'information et ouvrit la porte métallique. Liang Yue observa la porte se déverrouiller. Une fois cette porte franchie, insérer une petite puce dans l'ordinateur serait facile. La partie la plus difficile avait été d'entrer. Maintenant, la propre chaîne de commandement de la base venait de lui remettre la clé. Au même moment, Shen Xinyan appela enfin Zhang, qui s'était désormais réinstallé dans son ancien appartement. Depuis l'autre côté de l'écran, le chef de la base de 11 champs lui demanda calmement sa réponse. Mais la réponse de notre garçon n'avait pas changé. La soumission était impossible. Shen frappa aussitôt la table de colère et déclara que Zhang l'avait cherché. Il lui dit de se préparer à être détruit avec son abri. Et comme ça, il raccrocha sans ajouter d'autres menaces. Après la fin de l'appel, Zhang soupira. À en juger par l'attitude de Shen Xinyan, la menace de missile était probablement réelle. Mais si son abri était perdu, tant pis.
Tant que tout le monde survivait, c'était ce qui comptait. Il s'adossa confortablement. Le monde était vaste. Inutile de rester obsédé par un seul abri. Tant qu'il vivait, il pourrait toujours trouver un autre endroit. Il ne pouvait pas se permettre de s'attacher émotionnellement à un bâtiment. À ce moment-là, son téléphone vibra. Un message arriva de Liang Yue. Elle avait accompli ce qu'il lui avait demandé. Maintenant, elle espérait qu'il tiendrait sa promesse et l'aiderait, elle et les élèves, à s'échapper de la base. Les yeux de Zhan s'illuminèrent instantanément. Le plan avait réussi. Sans perdre de temps, il alla prévenir Xingxin. Leur plan avait fonctionné. C'était une nouvelle incroyable. Elle fut ravie que tout ait finalement marché. Alors elle se dirigea rapidement vers le bureau d'ordinateur dans son fauteuil roulant. Ses doigts volèrent sur le clavier tandis qu'elle se mettait immédiatement au travail. Peu de temps après, elle se tourna vers Zhan et annonça qu'elle avait entièrement pris le contrôle du réseau de la base de 11 champs. Notre garçon fut choqué par la vitesse à laquelle elle avait réussi. Il savait que cette fille était un génie, mais cela ne lui avait pris que quelques secondes. La hackeuse aux cheveux rouges expliqua que si la base avait utilisé le réseau public au lieu d'un réseau privé, elle aurait percé leur sécurité depuis longtemps. Tout ce dont elle avait besoin, c'était de la clé pour ouvrir cette porte verrouillée. Et maintenant, toutes ces délicieuses informations enfermées derrière étaient à eux. Après tout, personne ne pouvait rivaliser avec ses compétences. Zhan était entièrement d'accord. Ces gens n'étaient probablement pas les meilleurs techniciens. Puis il se pencha un peu plus près et demanda discrètement si leur intrusion serait détectée, et s'ils pouvaient accéder à toutes les informations du réseau. La réponse de Xingxin fut pleine d'assurance. Elle avait désormais le plus haut niveau de contrôle sur le réseau de la base de 11 champs. C'était comme les observer depuis le point de vue d'un dieu. Rien ne pouvait leur échapper. Ils pouvaient accéder à toutes les opérations de 11 champs et les voir en direct, tandis que la base était tout simplement incapable de les détecter. Même Zhan ne put cacher son excitation. C'était tout simplement magnifique. Maintenant, il pouvait découvrir tous les secrets de 11 champs. Il lui dit rapidement de récupérer toutes les informations concernant le lancement du missile. C'était actuellement le plus important. Il devait savoir si Shen Xinyan bluffait. Xingxin fouilla dans les fichiers et découvrit bientôt que, selon l'enquête interne de la base de 11 champs, il n'avait pas l'autorisation de lancer des missiles. Notre garçon envisagea aussitôt une autre possibilité. Pouvait-il demander un soutien extérieur, comme des renforts venus d'une autre région? Alors Xingxin continua de chercher. Puis elle trouva soudain quelque chose et lança un enregistrement. Dans l'enregistrement vocal, Shen Xinyan appelait quelqu'un vieux jouet et disait qu'il avait besoin d'un service. Il voulait qu'il l'aide à attaquer un bâtiment de la ville de Tianhe avec un missile. L'homme de l'autre côté le prévint de bien y réfléchir. Il ne pourrait faire ça pour Shen qu'une seule fois. Le chef de la base de 11 champs répondit qu'il comprenait. Il avait pris sa décision. Le lancement serait prévu pour midi. L'enregistrement choqua complètement Zhan et Xingxin. Notre protagoniste comprit aussitôt que la puissance militaire derrière cette zone était exceptionnellement forte, bien au-delà de tout ce que la ville de Tianhe pouvait comparer. Ce n'était plus une simple intimidation locale. La menace du missile était réelle. Il demanda rapidement à la hackeuse de vérifier s'ils avaient envoyé les coordonnées de l'abri. Elle chercha de nouveau et trouva bientôt la meilleure nouvelle possible. Ils avaient de la chance. La base n'avait pas encore terminé le processus d'accès au satellite intact pour envoyer les coordonnées. Pour eux, le timing était parfait. L'ennemi avait l'arme, mais il n'avait pas encore entré l'adresse dans le système de navigation de la mort. Puis Xingxin se tourna vers lui avec un sourire malicieux qui ressemblait exactement à celui de notre garçon, et lui demanda s'il voulait jouer à un jeu intéressant. Zhan la regarda avec surprise et demanda à quel jeu elle voulait jouer. Et c'est ici que l'épisode d'aujourd'hui se termine. Aujourd'hui, Liang Yue s'est infiltré de nouveau dans la base de 11 champs et a découvert l'horrible vérité derrière la disparition des élèves. Ils n'avaient pas seulement été emprisonnés. Ils avaient été utilisés dans des expériences brutales sur des surhumains, et Xiaoxian était le seul à avoir survécu. Avec son aide, elle a atteint le département de l'information et inséré la puce de Xingxin,
donnant au camp de Zhang le contrôle total du réseau de 11 champs. Mais cette victoire est arrivée avec une confirmation terrifiante. Shen Xinyang avait réellement organisé une frappe de missile, et la seule raison pour laquelle l'abri de Zhang était encore en sécurité, c'est que 11 champs n'avait pas encore fini d'envoyer les coordonnées de l'abri. Maintenant, Xingxin veut jouer à un jeu intéressant, et quand ces deux-là commencent à sourire en même temps, quelqu'un à 11 champs est probablement sur le point de vivre la pire journée de sa vie. Laissez un like et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Et comme toujours, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Selon vous, que vont faire Zhang et Xingxin face à la menace de missiles de 11 champs? Merci d'avoir regardé, et merci pour votre soutien sur cette série. Nous continuerons à vous apporter de nouveaux épisodes de Zhang et de son petit groupe. On se retrouve tous dans le prochain épisode.